Bonjour à tous, merci d'être présents ce dimanche après-midi. Tout va bien ? Ouais, super. Merci d'avoir fait l'effort de venir à l'intérieur alors qu'il fait quand même extrêmement beau, peut-être le dernier beau week-end de notre vie. Voilà, non pas du tout, mais ça va certainement revenir. En tout cas, cet après-midi, il se passe beaucoup de choses encore sur le festival. Dernier jour, on a commencé mercredi avec beaucoup de monde et nous finirons cet après-midi avec, dans un instant, La Croisade, film de Louis Garrel, et puis le biopic de Gustave Eiffel pour la cérémonie de clôture. Nous sommes ici pour encore une étape de notre parcours des nouveaux récits. Les nouveaux récits font partie des piliers fondateurs du festival Atmosphère, avec cette idée qu'il faut réussir à insuffler dans la tête des créateurs, depuis cette année musiciens également, les créateurs avant tout audiovisuels, les scénaristes, les producteurs, et bien de nouveaux imaginaires pour pouvoir ensuite aller dans le plus de monde au niveau de la population. Donc nous avons différents outils pour ces nouveaux récits, des rencontres, des masterclass, des tables rondes. On réalise régulièrement des rencontres entre scénaristes, par exemple, et scientifiques et spécialistes de toutes les questions de développement durable. Et c'est vrai qu'on se rend compte petit à petit que les choses émergent. Certains de nos lauréats sont déjà rentrés en production sur les synopsis de longs métrages. Il y a également des courts-métrages qui ont été tournés. Donc tout ça est formidable et on sent bien que ça fonctionne et que c'est utile. C'est un travail de longue haleine. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est là. C'est la 11e édition. Mais on voit quand même que ça prend. Et d'ailleurs, preuve en est, les professionnels sont au rendez-vous pour nous accompagner. Alors cet après-midi, sur cette scène, vous allez avoir des scénaristes qui vont venir pitcher leur synopsis de long métrage et synopsis de série. En tout cas, c'est un exercice qui n'est pas facile pour eux, donc on fera tout ce qu'il faut pour les mettre dans les bonnes dispositions. Je vais saluer le jury qui est présent avec nous, puisqu'il y a un jury, bien sûr, de professionnels qui va ensuite se retirer pour délibérer, et nous connaîtrons les lauréats ce soir lors de la cérémonie de clôture. Avec nous, le président du jury, auteur, metteur en scène et réalisateur, Xavier Duringer. Merci beaucoup, Xavier, d'être notre président cette année. Pauline Rocafoul, scénariste, présidente de la Cité européenne des scénaristes. Est-elle avec nous, Pauline ? Ah, eh bien, représentée par Marie-Lou Signolet du Festival Atmosphère. Mais elle a pris toutes les informations, puisque, juste que vous soyez bien au courant, évidemment, le jury ne découvre pas à l'instant les histoires. On a reçu des synopsis, des dossiers d'une dizaine de pages, et donc ils sont au courant. On va dire que le pitch va permettre d'avoir des informations supplémentaires. Avec nous également Élodie Monlibert, scénariste, coprésidente des Lecteurs Anonymes. Je fais ça à chaque fois, c'est pas très malin. Bonjour Marie-Lou, très bien. Je vais réussir. Là, je sais qu'elle est là. Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME, qui est avec nous, et un soutien de la première heure. Pauline Rostin, scénariste de la Guilde française des scénaristes. Bonjour Pauline. Charlotte Roland, conseillère de programme à la fiction Daytime France Télévisions. Mélanie Gérin, productrice de Zadig Film, et elle est là principalement pour la catégorie long métrage, et Clarence de Fontenay, chargée de développement haut et court TV pour la catégorie série. Alors voilà, le jury est bien prêt à écouter nos pitchers. Je pense qu'il est temps de les accueillir. Il y a donc 8 projets qui vont être pitchés devant vous. 5 minutes par pitch. Ils ont un petit chrono devant eux. Je leur ai donné une petite latitude de 30 secondes, mais pas plus. Et je vous demande d'accueillir tout de suite Stéphanie Athènes avec Les Mycéliens. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphane, oui c'est ça. Vous pouvez. Sébastien, ça marche aussi. Sébastien, pardon. Mais, donc je viens de vous enlever 30 secondes, je suis désolé. Voilà, ça commence mal. Ça commence mal. Je vous laisse avec la salle. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors les Mycéliens, c'est pas du tout le nom d'une tribu intergalactique ou d'une civilisation disparue dont on découvrirait la trace tout à coup. Les Mycéliens, en fait, ça vient du mot mycélium. Et le mycélium, c'est un réseau souterrain et végétal qui est constitué de filaments de champignons ramifiés les uns aux autres. Et en fait, c'est grâce à ce réseau que les arbres et tous les végétaux de surface peuvent se guérir et se nourrir. Donc c'est un vaste réseau vivant. Les mycéliens, en fait, dans cette histoire, sont des enfants et des adolescents normaux, comme tous ceux qui peuvent se trouver dans cette salle, mais qui vont développer avec la Terre un lien inédit et qui vont essayer de brandir comme un étendard avant qu'il soit trop tard. C'est une histoire qui prend place ici et maintenant, ce n'est pas du tout de la science-fiction, et c'est surtout, c'est le plus important, une histoire qui est pré-apocalyptique et non pas post-apocalyptique.
On suit donc l'évolution de 4 adolescents qui ont des vies tout à fait normales et puis qui progressivement vont être gagnés par des symptômes toujours plus étranges les uns que les autres. Certains vont de plus en plus mal, difficilement supporter leur téléphone portable, contrairement à tous leurs copains. D'autres vont voir les animaux, sauvages comme domestiques, être régulièrement attirés par eux et chercher à communiquer avec eux. Et d'autres encore vont s'apercevoir que la nature en fait, est devenue un véritable besoin pour eux et qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Ces symptômes, évidemment, vont les pousser à faire des recherches sur Internet, comme tous les adolescents d'aujourd'hui, et ils vont tous converger, sans vraiment le vouloir, vers un forum qui s'appelle Mycélie. Et sur ce forum, ils découvrent qu'ils sont en fait plusieurs dizaines de milliers dans le monde à avoir les mêmes symptômes. Ces symptômes vont avoir sur eux un effet assez radical, puisqu'en fait, ça va les pousser à se rapprocher les uns les autres. C'est-à-dire que les mycéliens dans la rue, même s'ils ne se connaissent pas, se reconnaissent entre eux. Petit à petit, ils vont développer un lien de plus en plus puissant avec leur environnement. C'est-à-dire que même les plus jeunes vont préférer faire des câlins aux arbres plutôt qu'à papa et à maman. Ils vont développer aussi un 6e sens extrêmement aiguisé. Et puis, ils vont devenir de plus en plus rebelles vis-à-vis de l'autorité parentale, alors que ce n'est pas forcément dans leur tempérament au départ. Et au cœur de cette série, il y aura un pivot avec une sorte de transe qu'ils vont vivre en forêt et qui va leur permettre de se relier en fait, au mycélium qui se trouve sous leurs pieds, qui va faire d'eux une espèce de réseau vivant, interconnecté, à la fois entre eux et aussi avec le reste du monde vivant, que ce soit les végétaux ou les animaux. Et cette transformation qu'ils vont vivre va les pousser à se mettre en fait en relation avec la Terre et ils vont être absolument persuadés de recevoir un message de sa part, un message très clair qui dit que si la civilisation humaine ne change pas de modèle de façon radicale et rapide, la Terre elle va se mettre en mode machine à laver et puis hop, on prend les mêmes, on recommence, elle nous éradique en fait de la surface de la Terre. Donc ces adolescents, ils vont retourner chez eux avec ce message à porter. Il va falloir qu'ils alertent les adultes, qu'ils convainquent les adultes, qu'ils les poussent à agir. Et bien évidemment, quand on est jeune, on n'est pas souvent entendu. Donc pour eux, ça va devenir un grand combat à mener. Ils vont trouver quand même un petit peu d'appui de la part de certains adultes. Il y a des parents qui vont les croire, il y a des parents qui vont avoir envie de les aider à faire passer ce message. D'autres, au contraire, voudront plutôt suivre l'avis des services de renseignement et des médias qui auront tendance à penser que derrière ce forum de Mycélie, il y a peut-être plutôt une espèce de secte qui cherche à manipuler les jeunes, une nouvelle forme de terrorisme pour renverser en fait la civilisation actuelle. Et bien évidemment, je n'ai pas assez de temps pour vous raconter toutes les péripéties et les épreuves par lesquelles passent ces adolescents. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire qui parle d'un combat en faveur d'une prise de conscience et surtout d'une prise de conscience de l'urgence, puisqu'on a toujours tendance aujourd'hui à penser que c'est pas grave, on a encore le temps, on peut réagir plus tard. Visiblement non, ça n'est plus le cas, il faut réagir maintenant. C'est une histoire pleine d'action, de rebondissements, qui s'adresse au jeune public comme au plus grand, et qui a aussi beaucoup de mystères, mais des mystères auxquels on aura des réponses. C'est-à-dire qu'on va comprendre scientifiquement pourquoi les mycéliens existent et pourquoi ils sont différents des autres. On comprendra aussi d'où vient le forum de Mycélie et pourquoi il est né. Et on comprendra aussi dans quelle mesure la Terre pourrait être personnifiée et pourrait communiquer avec nous. C'est un projet que j'ai écrit à l'âge de 16 ans, donc ça remonte à 30 ans, ça ne me rajeunit pas. À l'époque, ce n'était pas du tout un sujet qui intéressait les gens, évidemment, on était encore loin des préoccupations actuelles. Donc je remercie le Festival Atmosphère de donner l'opportunité aujourd'hui aux scénaristes de présenter ce type de projet, parce que ce n'est pas encore très évident de convaincre les producteurs que ce serait bien d'injecter un peu ce type de projet dans le paysage audiovisuel ou dans l'imaginaire des Français. Donc je remercie beaucoup le festival pour ça. Et je tiens à soutenir que les mycéliens, ils ont surtout un objectif, c'est pas celui de la croissance infinie, mais c'est celui de la protection de la vie. J'en ai fini, merci. Merci beaucoup. Stéphanie Athènes avec les mycéliens. Deuxième série sélectionnée cette année, les mollusques de Ségolène Davin et Julie Lerat-Gersan. Bonjour. Bonjour. Écoutez, on est vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui pour pouvoir vous présenter les mollusques. Donc moi, c'est Julie Lerat-Gersan et ma co-autrice Ségolène Davin. Alors, les mollusques, c'est une série familiale, c'est une série d'aventures sous le ton de la comédie. Les mollusques, c'est un 8 fois 30 minutes et c'est l'histoire de Zach.
Zach, il a 16 ans, il est scolarisé à Marseille dans une classe qui s'appelle les Ulysses. Et alors, c'est une classe pour les adolescents qui sont en situation de handicap. Et Zach, avec ses acolytes qui sont un peu moqués par le reste des lycéens, ils sont moqués, on les appelle les mollusques donc, ils décident de remonter la piste de braconniers contre vents et marées. Alors Zach, c'est un adolescent qui aime pas trop les cours et qui aime surtout plonger en apnée dans sa calanque, et il connaît par cœur la faune et la flore de sa calanque. Et l'histoire commence quand, lors de sa plongée habituelle pendant la pause déjeuner, puisque la calanque est en contrebas de leur lycée, Zach plonge et ne reconnaît rien des fonds marins habituels. Les algues sont déchiquetées, les rochers ont été bougés, il n'y a plus un oursin, il n'y a plus de poissons, et surtout, Maurice a disparu. Maurice, le poulpe qu'il essayait de domestiquer et qu'il savait reconnaître précisément sous tel rocher, a disparu. Donc Zach est sidéré, il remonte à la surface, il va voir ses 4 copains et il leur dit ce qu'il a observé, et ils sont tous ultra choqués par ce qui vient de se passer. Et donc là, ensuite, ils remontent au lycée, ils en parlent autour d'eux, ils en parlent à leurs professeurs, ils en parlent à leurs parents, ils vont même jusqu'à aller à la police, essayer de porter plainte. Et les adultes n'ont pas l'intention de réagir, il n'y a pas d'enquête, tout le monde s'en fiche. Et donc face à cette indifférence des adultes, ils vont décider d'eux-mêmes mener l'enquête et de eux-mêmes remonter la piste des braconniers pour les faire condamner. Donc ils vont se lancer, les mollusques, c'est ça, c'est l'histoire de cette enquête où ils vont se lancer sur la piste des braconniers à travers Marseille. Les quartiers nord jusqu'au marché aux poissons, ils vont dans les restaurants les plus huppés, ils font un peu partout et ça fait beaucoup de bruit. Et évidemment, plus ça avance, plus les obstacles sont gros. Et en parallèle de cette enquête, il se passe ce qui se passe souvent pour les adolescents, puisque ce sont avant tout des adolescents comme les autres, il y a des histoires d'amour. Alors, il y a Zach, mais il y a aussi Fanny. Et Fanny, elle a 16 ans. Fanny, elle vient de débarquer dans cette classe et elle n'a pas très envie d'être là parce qu'elle a eu un accident de scooter et elle est en fauteuil roulant. Et Fanny, elle dit que c'est pas parce qu'elle est en fauteuil roulant que ça peut pas être une bombasse. Sur ce, je suis plutôt d'accord. Et donc, Fanny et Zach vivent une grande histoire d'amour qui va faire pas mal d'étincelles et qui va évidemment influencer, impacter cette grosse enquête. Donc, les obstacles sur la route des braconniers vont être de plus en plus grands. Ils vont se rendre compte qu'ils ne s'attaquent pas à des braconniers occasionnels, des jeunes de leur quartier. Ils s'attaquent à beaucoup plus gros que ça. Donc la route est compliquée, mais ils vont petit à petit, par leur enthousiasme, leur persévérance, les réseaux sociaux, mobiliser de plus en plus de personnes autour d'eux, convaincre même leurs parents, leur entourage proche que... Jules, t'oublies Jules et un joueur de l'OM. De l'OM, enfin beaucoup de gens, grâce aux réseaux sociaux et à leur persévérance, ils vont les convaincre que c'est une cause importante et qu'il faut vraiment aller attraper ce réseau de braconnage. Et donc tout ça va culminer par le coup de filet qu'ils vont faire sur ces braconniers lors d'une régate de la jeunesse pour le climat qui va se passer dans le port de Marseille, où plein de jeunes avaient prévu de faire donc une régate donc, du bateau dans le port de Marseille et de se mobiliser pour le climat, et qui va être l'occasion de faire capturer les braconniers. Éclater la justice. Jusqu'à un gros jugement. Jusqu'à un jugement pour crime contre l'environnement. Et donc la réussite des mollusques. Il l'avait bien dit, il ne fallait pas toucher à leur poulpe. Et cet événement, ce jugement, figurez-vous que c'est un fait réel qui s'est passé à Marseille en 2020. Il y a eu ce gros jugement et nous, ça nous a complètement secoués. On s'est dit, mais ça, là, il y a matière à une belle histoire. On s'est dit, voilà, il faut être à hauteur d'adolescent. On avait envie de parler de Marseille où Ségolène a grandi. Et on s'est dit, ça serait joli aussi d'avoir un peu une comédie qui soit aussi un peu solaire, un peu feel good et qui ne soit pas anxiogène pour parler de ces problèmes d'écologie. Et on s'est dit, ça serait joli aussi d'être avec des ados, d'être dans cette très belle ville qu'est Marseille, et puis ces mollusques qui nous en apprennent à toutes et à tous et qui nous disent
on n'est pas trop petit, on peut tous agir et essayer que ça soit un peu moins pire demain pour nos enfants et puis aussi pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Ségolène et Julie. Ségolène Davin et Julie Lerat-Gersan pour les mollusques. Projet suivant, Empreinte de Nicolas Lemire et Mady Lebert. On est toujours dans la catégorie série. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc nous, on va vous parler de la série animée Empreinte, qui est une série de dark fantasy. Vous êtes sûrement familier avec les vampires, les sirènes, les zombies. Mais est-ce que vous connaissez vraiment les créatures du folklore français ? Par exemple, les gargouilles, ces ornements terrifiants sculptés sur les cathédrales, sur les églises, qui prendraient vie la nuit tombée. Ou encore la Saramaoka, cette figure féminine spectrale qui viendrait s'asseoir sur nos poitrines durant la nuit pour dévorer nos rêves et nos cauchemars. Ou encore, l'histoire de la bête. Royaume de France, XVIe siècle, un petit village isolé, des disparitions inquiétantes, des corps retrouvés à l'orée des bois, une bête mystérieuse, massif comme un ours, cruel comme un loup, mais à l'intelligence froide, presque humaine. Face à elle, un homme hors du temps, couvert de cicatrices, armé d'un fusil marqué par la mort. C'est le chasseur. À son arrivée au village, il fait la rencontre de Jean, un ermite. Tous deux mènent l'enquête au cœur de la forêt. Mais Chasseur est suspicieux. Il ne tarde pas à découvrir que Jean et la bête ne font qu'un. S'ensuit alors un grand combat, qui finit par la fuite de la bête. Le chasseur n'a alors plus qu'un seul objectif, trouver la bête et la détruire. Voilà comment débutent les aventures de nos deux premiers protagonistes. Très vite, sur sa route, Chasseur va rencontrer Merle, une jeune apprentie druide dont le maître a mystérieusement disparu. Chasseur protège les hommes des monstres, tandis que Merle protège les monstres des hommes. Leurs idéologies ne pourraient pas être plus diamétralement opposées, et pourtant ils vont devoir s'unir, motivés par un objectif commun, retrouver la bête, que Merle suspecte d'être responsable de la disparition de son maître. Si notre fil rouge va être la traque de la bête, nos protagonistes vont faire de nombreuses rencontres durant leur périple et croiser la route de dangereuses créatures. Ce sera le cœur de notre première saison. Oui. Du coup, avec Empreinte, en fait, ce qu'on a envie de dire, c'est que c'est OK d'être différent et que c'est même une force, qu'on peut changer d'avis, de perspective. Tout cela selon les expériences qu'on vit, et c'est juste normal. Nos personnages principaux, Merle, les chasseurs en particulier, vont devoir conjuguer avec leur traumatisme afin d'avancer sur le chemin qui est leur. En écho avec l'évolution de ces personnages, on est dans un royaume de France qui connaît de grands bouleversements. Il perd un peu son équilibre, concrètement. Autrefois, en osmose, les peuples cachés sont... À cause de ces grands changements et des avancées techniques. Des avancées techniques, merci. Des avancées techniques de l'humanité. Les peuples cachés sont en danger. L'équilibre est rompu. Et c'est également un sujet qui est énormément d'actualité. On est dans un monde en transition, instable, et si l'on est incapable d'apprendre à vivre ensemble, on compromet notre futur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on a présenté notre projet au festival Atmosphère. C'est que pour nous, développement durable, ça rime aussi avec solidarité et avec le vivre ensemble. Dans Empreinte, on est constamment en zone grise. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises actions. Il y a juste des contextes et des perspectives qui diffèrent. C'est en confrontant nos propres biais, nos propres valeurs et nos propres traumatismes surtout, qu'on peut espérer devenir quelqu'un de plus complet. Et surtout, qu'on peut espérer faire ce chemin accompagné. Ce sera d'ailleurs le cœur des enjeux de la relation entre Chasseur et Merle pendant la première saison. Nous, quand on a voulu raconter l'histoire d'Empreinte parce qu'on adore l'histoire déjà. On est fan de légendes, on est fan de mythes, on est fan de fantaisie. Du coup, la perspective de
creuser le folklore français, réécrire l'histoire française, c'est un pur plaisir. Mais en plus de ça, l'ambiguïté des personnages, leurs nuances, on s'y retrouve. On se retrouve même parfois dans leur monstruosité. On aime les personnages qui ont plusieurs couches, plusieurs facettes d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'on espère faire tout au cours de la série, écrire des personnages aussi complexes que ça. Donc concrètement, Empreinte, c'est une série historique, épique et fantastique, le tout dans un univers médiéval, mais qui s'intéresse à l'aspect psychologique et sombre d'une petite poignée de personnages. Donc on vous remercie pour votre attention, on espère que vous allez profiter du festival, et merci pour tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on peut les applaudir, exercice toujours très difficile. Merci beaucoup. Allez, dernier projet série, Ta goutte d'eau dans la mer de Anne-Valérie Jarrat. Elle est accompagnée de Maëlle Nkouri et de Raphaël Carayon. Les voici. En chacun de nous dort un leader qui veut se réveiller. Bonjour. Ta goutte d'eau dans la mer est une web-série avec un parti pris fort. C'est de la fiction, mais on veut changer le réel. C'est-à-dire qu'on veut montrer des gestes, des actions, mais elles ont lieu, ces actions, dans la vraie vie. Quand on plante un arbre, dans le film, on le plante pour de vrai. Je m'appelle Anne-Valérie Jarrat. Voici Maëlle et voici Raphaël. Ils font partie des nombreux jeunes que je rencontre pour écrire cette série. Ils ont peur, ils sont angoissés, ils sont en colère. Et en fait, ils ne savent pas quoi faire. Et moi, je suis touchée par eux parce qu'en fait, je me sens comme eux. Ta goutte d'eau dans la mer veut leur redonner espoir. L'histoire se passe à Noisy-le-Grand, dans le 93. Dans cette ville multiculturelle, 2 bandes de jeunes, rivales, vont se réconcilier grâce à l'environnement. Donc, l'univers va décrire un 93 éloigné des préjugés. J'ai grandi dans le 93, mon père y était architecte, et en fait, les architectes, ils ont voulu réconcilier les classes sociales dans cette ville. Ça n'a pas trop marché. Moi, quand je vois ces jeunes aujourd'hui qui ont 2 cultures et qui sont un peu perdus, ça me touche. Moi-même, je suis française et équatorienne. Et en fait, j'ai trouvé ma place grâce à la nature, grâce à l'environnement. Et c'est le sujet de cette série. L'écologie n'a pas de frontières. Donc, on a 2 bandes. On a d'abord la bande de Awa, qui vit dans cette cité. Awa, elle appelle un oncle au Sénégal pour savoir si elle a un ancêtre tirailleur sénégalais, donc qui a combattu pour la France. Awa, elle a des dreadlocks qui lui tombent jusqu'à la taille, elle est belle, mais elle est complexée. Elle entend la voix chantante de cet oncle qu'elle n'a jamais vu, et il lui dit qu'au Sénégal, il souffre de sécheresse. Elle est choquée, elle a comme une lumière. Elle se dit, moi, je vais bouger, je vais changer la planète pour les gens. Elle a peur, mais elle pense aussitôt à sa grand-mère, qui était une femme forte, et elle se dit, je ne peux pas la décevoir, je vais me battre. Dans l'autre bande, il y a Lou, Sarah, Angèle. Elles ont 16 ans, elles viennent de milieux plutôt privilégiés, elles sont populaires à l'école, donc elles sont habituées à l'entre-soi. Lou, c'est une petite brune rigolote, une leaduse dans l'âme. Elle est marquée par les mots de Greta Thunberg et elle veut bouger, elle dit à la bande, on va la suivre. Sauf que les garçons, ils refusent, ils disent ouais, l'environnement c'est un truc de filles. Comment bouger les jeunes ? Lou, elle propose de lancer un challenge vert sur le net. Crée ta plus belle montagne de déchets. Et c'est la bande d'Awa qui gagne. Donc la rencontre entre ces 2 bandes va réveiller les préjugés mutuels. Mais en fait, c'est l'environnement qui va les réconcilier. Donc quand on a 17 ans, eh ben, ce n'est pas facile de ramener la nature dans la ville. À cet âge, on a d'autres préoccupations. Il y a plein d'obstacles extérieurs. Et puis, ils ne sont pas tous d'accord. Il y a les écolo-terroristes, il y a les sceptiques. Mais malgré tout, ils vont ramener peu à peu la nature dans la ville. Et mois après mois, on va comptabiliser l'impact de leurs actions. Donc en fait, à chaque fois, des personnalités connues du monde de l'art, de l'environnement,
le Dalai Lama, un leader d'Amazonie, Naraya Moga, Greta Thunberg vont intervenir. Ils vont jouer leur propre rôle, comme dans la série 10%. Donc pourquoi cette série? Je veux donner la parole aux jeunes. Maëlle, un jour tu m'as dit... Agir pour la planète ne sert à rien, c'est qu'une goutte d'eau dans un océan. Et toi, Raphaël, tu as répondu? Maëlle, tu sais, une goutte d'eau, c'est rien, mais une goutte d'eau multipliée par des millions de gouttes d'eau, ça fait une vague. Voilà. C'est ça, ta goutte d'eau dans la mer. C'est montrer qu'on a un impact. Donc en fait, on est en train de créer des partenariats avec des acteurs locaux, des maires. Ils vont nous prêter des lieux, des moyens d'action, des décors. Et en fait, les jeunes acteurs de la série, quand ils lancent des challenges verts sur le net, ils vont le faire pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils vont interagir sur TikTok, Instagram, avec vous les jeunes, dans toute la France, pour vous inciter à bouger dans vos villes et vos villages. Donc en fait, c'est une vraie série. Mais on ne montre pas que des gestes verts, on va montrer des histoires d'amour, on va montrer des oppositions sociales, on va montrer voilà, toute cette vie de la jeunesse. Et c'est vrai que quand moi je vais suivre ces jeunes dans leur vie quotidienne, je vais décrire un quartier, des rues, des villes. Je vais aussi décrire votre poésie, la poésie de votre génération, comme dans les films d'animation japonaises. Donc voilà, aujourd'hui... le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et de la Charente-Maritime me permet d'écrire avec des jeunes collégiens. Donc nous, aujourd'hui, on a besoin de financement, de producteurs, de scientifiques, de co-scénaristes. Et on se dit qu'on va faire la série coûte que coûte. Voilà, donc merci beaucoup d'être là. Merci au festival de nous avoir accueillis. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ta goutte d'eau dans la mer de Anne-Valérie Jarrat. Elle était accompagnée de Maëlle Nkouri et Raphaël Carayon. Allez, on passe maintenant au long métrage. Et pour commencer, c'est Claude Leca avec l'Odyssée 2060. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, je suis comédienne. Je suis très engagée sur les problématiques environnementales et climatiques, que ce soit au niveau local et au niveau national. L'Odyssée 2060, c'est une comédie dramatique, un road movie familial, un peu comme Little Miss Sunshine, si vous l'avez vu. Et comme son nom l'indique, ça se passe dans 40 ans. Alors pourquoi dans 40 ans? Parce que moi, il y a 40 ans, j'avais déjà 24 ans. Ce n'était pas la préhistoire. Je menais une vie moderne. Et c'était hier. Dans 40 ans, ma fille aura l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est demain. Je refuse de projeter un monde dystopique pour ma fille et ses petits-enfants et ceux qui viendront plus loin. Donc, mon histoire. En 2030, une carte carbone individuelle et annuelle de capital CO2 aura été mise en place. On devra la présenter avant tout paiement pour la débiter de l'équivalent CO2 de l'achat. Et bien sûr, on ne pourra pas dépasser son capital octroyé. Une nouvelle organisation du territoire aura été mise en place qui favorisera tous les modes de déplacement décarbonés et collectifs, notamment par un vaste réseau de véloroutes. Mes personnages mènent une vie normale de 2060. Ils ne sont pas en guerre, pas en état de catastrophe majeure permanente. Bien sûr, leur quotidien est contraint par cette carte carbone, mais ce n'est pas un problème. Les plus âgés ont milité pour et les plus jeunes l'ont toujours connu. Alors, ce qui les motive, c'est qu'un membre de la famille confirme son engagement spirituel dans un monastère à 1300 km de chez eux. L'action se passe en 2060. Après un coup de fil de son fils Ariel, la grand-mère, Héloïse, embarque sa famille pour aller de Camargue en Bretagne, malgré les complexités d'organisation. En effet, dans une semaine, Ariel confirme son engagement pour devenir moine cloîtré et elle veut absolument le voir avant la cérémonie définitive. Les 6 personnages principaux habitent dans un hameau en Camargue. Il y a donc Héloïse, qui a plus de 60 ans. Elle gère un bistrot de pays avec son compagnon Tristan, dont elle est très amoureuse. Lui, il a 10 ou 15 ans de moins qu'elle.
Il est très épris, il rêve en secret de se marier avec elle et il lui fait des déclarations d'amour, enfin en secret, donc il les répète dans la salle de bain, ce qui provoquera plus tard des quiproquos. Il y a Sylvaine, 34 ans, la fille de Héloïse et la sœur jumelle d'Ariel. Elle est bouleversée par le choix de son frère. Il est hors de question de ne pas aller en Bretagne. Philéas, son compagnon, passera beaucoup de temps à essayer de la consoler et à gérer leur entreprise à distance. En effet, ils ont un élevage de corvidés, de corbeaux, pour le ramassage des petits déchets. Il y a aussi Claude, un grand adolescent, boutonneux et grognon, qui a des questionnements métaphysiques et qui a des amoureux et des amoureuses en secret. Il y a Philippine, qui a 8 ans. Elle adore jouer sur sa console, elle se lie facilement. Elle est incollable sur les corvidés et les corbeaux. Ils vont emmener 2 oiseaux pour leur oncle et ils s'en occuperont tant bien que mal. Ariel, donc le frère jumeau de Sylvaine, vit à Bréant, dans un monastère trappiste en Bretagne. Et c'est donc là qu'il vivra toute sa vie. Donc en route pour la Bretagne. Mais des intempéries et une grave panne de réseau électrique des transports en commun les obligent à continuer en cyclopousse électrique et à s'arrêter 2 jours chez des amis de jeunesse d'Héloïse. Ce sont des agriculteurs assez bohèmes, mais modernes et connectés. Il ne reste plus que 5 jours pour faire les 1000 km restants sur des véloroutes et en étape dans les campings. Héloïse essaie de tenir son monde, les oiseaux piquent les clés de vélo d'autres voyageurs, Philippine, son corbeau sur l'épaule, n'arrête pas de se faire des copines, son frère fait des visios très carbonés en cachette, il se fait rappeler à l'ordre, et Philéas et Tristan, dès le 2e jour, auront fabriqué des voiles pour aller plus vite. Ça marche très bien, mais la veille de l'arrivée, patatras, un accident, un oiseau est tué et c'est un drame. Ce drame provoque une grosse crise familiale. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Pourquoi tant d'efforts? À quoi ça sert? Ils décident quand même de continuer. Arrivés à Bréant, Ariel saura les écouter, les rassurer. Très impressionnés, ils assisteront à la cérémonie d'engagement. Et dans la lande bretonne, Tristan va enfin faire sa déclaration à Héloïse. Elle en pleurera d'émotion. Après quelques jours de vacances au bord de l'océan, sur le chemin du retour, Héloïse dira « Je crois que mon fils est heureux. » Sachez en confidence que ma fille s'appelle vraiment Philippine, que son 2e prénom c'est Sylvaine. Je vous remercie et je suis très contente d'être là. Merci. Merci beaucoup. L'Odyssée 2060 de Claude Leca. Projet suivant, 2e long métrage sélectionné cette année, Phoebus de Thibaut Sinet. Bonjour à tous. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je prends la lumière pour vous parler de la lumière. À une époque où on nous demande de revoir nos habitudes de consommation, où on nous demande de changer nos ampoules à incandescence avec des ampoules LED, il me semblait important de revenir sur l'histoire de l'ampoule et l'histoire du premier cartel industriel d'obsolescence programmée appelé Phébus. L'histoire se passe en France en 1924. Elle est librement inspirée d'un fait réel, du fait réel de ce vrai cartel Phébus. Georges Cattelan est un brillant scientifique de la firme La Compagnie des Lampes et il fait la découverte d'une ampoule inusable. Épaulé par Albert, le directeur du laboratoire, il l'invite à publier sa découverte dans une revue scientifique. Cette revue scientifique arrive sur le bureau de tous les PDG du monde qui fabriquent des lampes et qui redoutent cette découverte. Ils se réunissent donc tous à Genève pour fonder le cartel Phébus. Ils décident alors de se partager les brevets
les régions et de réduire la durée de vie des lampes à 1000 heures. Georges refuse de se plier aux injonctions du cartel. Il devient un résistant, on va dire, un lanceur d'alerte. Et alors que le cartel publie un démenti à son invention, considérant qu'une ampoule inusable est un rêve irréaliste, le cartel précise bien qu'un produit qui ne s'use pas est une tragédie pour les affaires. Alors, Georges, qui comprend que l'esprit spéculatif a pris le pas sur l'esprit inventif, il se positionne comme un lanceur d'alerte et le cartel déploie tous les moyens possibles pour le réduire au silence. Dans cette histoire haletante, il rencontre Jeanne qui va le soutenir pour affronter toutes les épreuves. L'objectif de cette histoire, elle est double. Elle est pour but de raconter l'histoire d'une industrie, l'industrie des lampes, et l'histoire de l'obsolescence programmée, auquel aujourd'hui on est toujours confronté et qui est toujours un problème qui se pose pour chaque produit de notre vie. Et elle invite aussi à construire une poétique de l'image, une poétique de la lumière, qui est un élément clé dans le cinéma. Et c'est elle aussi qui fait la raison du cinéma, c'est la lumière qui s'imprime sur une pellicule. Et cette histoire haletante, qui est la raison aussi, dans mon métier, de scénographe et créateur lumière, elle est venue en me posant la question aussi de pourquoi on changeait les lampes et qu'est-ce que c'était qu'une lampe, comment ça fonctionne une lampe. Et c'est pourquoi je me suis penché sur toute cette industrie qui aujourd'hui aussi nous invite avec des nouveaux produits aussi qui ont une obsolescence programmée. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Thibaut. Troisième projet, long métrage, à Fleur de Roche, Stéphanie San et Olivier de Sagazan. Et Stéphanie est seule. Olivier a eu peur. Oui. C'est ça. Voilà. Il est caché derrière. Oui, c'est ça. Voilà. Il vous entend. Non, c'est pas vrai. Hein. Non, malheureusement, Olivier est en tournée en ce moment, mais il est également très reconnaissant de cette invitation pour qu'on vous présente notre projet. Donc, notre histoire démarre avec Elisabeth. Elle est une femme dans la quarantaine. Elle vient d'avoir son énième rendez-vous avec le juge parce qu'elle est en train de divorcer de son ex-mari, Hervé. Il y a les discussions sur la garde de leur fille, Ava. Et donc, elle va dans sa voiture très désespérée. Elle commence à conduire, on la sent un peu perdue. À un moment donné, elle semble avoir oublié où elle doit aller. Et après, elle se retrouve au bord d'une plage. Elle sort. Elle aperçoit un îlot rocheux à quelques centaines de mètres loin du bord. Et elle semble être complètement fascinée. Elle rentre dans les vagues, pas du tout gênée par des vagues glaçantes et agitées en plein hiver. Heureusement, quand un pêcheur l'avait vue, il essaie d'appeler. Après, il appelle le sauveteur quand il la voit monter cet îlot rocheux. Et quand il arrive, il l'a trouvée sur le rocher, allongée, ensanglantée, dans un état de stupeur. Et il l'amène à l'hôpital. Donc là, elle est sous observation, elle a un électroencéphalogramme qui voit les courbes de son cerveau. Ça semble normal. Le docteur parle d'une amnésie identitaire partielle. Et après, elle rentre chez elle, épuisée. Toute seule dans son appartement, elle continue à réfléchir sur le sentiment qu'elle avait ressenti quand elle était en contact avec le rocher. D'abord, une fatigue et souffrance totale parce qu'elle n'avait jamais monté ce rocher. Mais après, une sorte de fusion totale avec quelque chose bien plus grand qu'elle, une sorte d'extase. Mais pendant qu'elle réfléchit à ce sentiment incroyable, elle est aussi consciente que ça peut être aussi une sorte de crise de démence. Donc, pour cette raison, elle accepte d'aller à quelques séances auprès d'un psychiatre. Et le jour de son rendez-vous, elle est dans sa salle d'attente. Elle
elle regarde une ammonite posée sur la table basse. Une ammonite est une sorte de fossile d'un très ancien escargot. Et sans penser, sa main tend vers l'ammonite et elle commence à la caresser. Quelques minutes plus tard, le psychiatre arrive. Il la trouve affalée sur le sol, en tenant l'ammonite comme un bébé. Et elle se demande s'il y a une connexion entre le contact avec cette matière très ancienne et son état. Donc, il lui propose de faire un électroencéphalogramme à nouveau, mais en tenant l'ammonite. Et là, il voit des courbes montrées par son cerveau qui montrent une sorte de psychose, la même sorte de courbe. Et donc là, le psychiatre confirme qu'en fait, Elisabeth n'invente rien, qu'il y a quelque chose qui va continuer leur recherche ensemble sur son comportement vis-à-vis de matières comme le rocher. Et elle n'est pas la seule personne qui commence à avoir ce sentiment. Ça se propage dans la ville, dans tous les pays où les gens commencent à ressentir ce grand besoin de se reconnecter avec les matières qui constituent la nature, le sable, les arbres, la terre. Et donc pour Elisabeth, suite à ces séances, elle commence à vraiment se sentir comblée par son retour à la nature. Par contre, pour le psychiatre, il commence à voir des démonstrations de dépersonnalisation avérées chez Elisabeth. Donc, il commence à s'inquiéter. Donc, ça, c'est le début de l'histoire. Et donc, on se pose la question, Elisabeth, est-ce qu'elle est une chamane contemporaine ou est-ce qu'en fait, c'est une sorte de fuite à son problème existentiel de son divorce, de ce problème. Nous, on reste dans cette dualité, on reste dans cette ambiguïté parce que le sujet dont on parle, c'est assez ambigu. C'est la nature, c'est cette ancienne mémoire, cette sauvagerie que nous tous sommes très éloignés de ça. Et donc, ça peut facilement sembler comme une démonstration de folie pour certains d'entre nous. Mais ce qui est sûr que certains d'entre nous ont commencé à se réveiller de cette grande indifférence vis-à-vis toutes les matières qui constituent la nature. On voit l'impact que ça avait montré. On était assez bouleversés par la crise, la pandémie. Ça, c'est dû aussi à une différence, un manque énorme de respect quand on manipule la nature. Et donc, ça, c'est notre propos qu'en fait, il faut qu'on commence qu'on arrête ces comportements, nous tous, et on acte avec plus de respect vis-à-vis de notre planète. Et merci beaucoup. Merci à Stéphanie Sang qui est venue défendre le projet À Fleur de Roche, écrit avec Olivier de Sagazan. Allez, dernier projet long métrage, et il s'agit de Johan Lepoul avec Fils d'Orient. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, tout commence avec un prénom, celui d'Essan. Essan, c'est le prénom d'un gamin de 16 ans qui, dans une autre vie, aurait pu être votre fils, votre cousin, votre frère, votre neveu, qui sait. Comme tous les ados du monde, des fois il rit, il s'énerve, il traîne avec ses amis, il sèche les cours. Et les fans de musique, Drake, mais aussi Queen, n'ont aucun secret pour lui. Il déteste les choux de Bruxelles. Quand il tombe amoureux, il est totalement niais. Bref, un ado. Mais Essan, c'est aussi un jeune immigré afghan. Et c'est son histoire que je raconte ici. L'histoire d'un gamin de 16 ans qui a parcouru plus de 7000 km seul pour fuir son pays et se retrouver en France. L'histoire d'un gamin marqué par son périple, placé en famille d'accueil et qui va se reconstruire lentement. L'histoire de rencontres, d'amitié, de reconnaissance, d'acceptation et surtout l'histoire d'un amour. L'histoire d'Essan commence dans les rues hivernales de Paris. Il est arrivé déjà depuis plusieurs mois en France, jusqu'au jour où, affamé, il décide de voler quelques fruits sur un marché. Il est rapidement arrêté par la police et présenté devant un juge des enfants. On lui explique alors rapidement la situation. On doit vérifier deux choses, comme pour tous les mineurs isolés, son âge, mais aussi son identité. Si finalement il est considéré comme majeur, c'est l'expulsion.
Mais évidemment, on parle de l'administration française ici. La décision peut prendre de longs mois avant de tomber, et il est donc placé en attendant au sein d'une famille d'accueil, celle de Caroline et Pierre. Ils possèdent un centre équestre dans les Pyrénées où ils accueillent, en plus de leur clientèle habituelle, des jeunes défavorisés de leur région, mais aussi, comme Essan, des jeunes migrants en attente de solutions pérennes. Et tout ça au sein de leur famille. Leur famille composée de Raphaël, le fils aîné, turbulent et qui ne souhaite qu'une seule chose, se casser de ce trou perdu au milieu des montagnes. D'Iris, la fille cadette, atteinte du syndrome d'Asperger et qui, elle, rêve de devenir championne olympique d'équitation. Caroline et Pierre accueillent chaleureusement Essan, mais évidemment, celui-ci est marqué par son périple, par ce qu'il a vécu, et les débuts sont plutôt difficiles. Il a du mal à trouver ses repères dans ce nouveau foyer. Après un début de relation plutôt difficile avec Raphaël, les deux garçons se lient rapidement d'amitié. Cela va lui permettre de surmonter les épreuves qu'il traverse, car Essan doit toujours prouver qu'il est mineur. Et il doit par exemple passer des examens de santé particuliers, comme celui plutôt humiliant et aléatoire du test osseux. Au fil des jours, des semaines et des mois qui passent, Essan commence à s'ouvrir doucement mais sûrement. Déjà au contact des chevaux, auprès de qui il se sent apaisé pour la première fois depuis bien longtemps, d'Iris, qui semble le comprendre mieux que personne, de sa nouvelle famille, de son école, de ses nouveaux potes, de Sophia, son éducatrice, de Raphaël. Tout a l'air d'aller nettement mieux dans sa vie jusqu'au jour où Raphaël essaye de l'embrasser. Et son monde s'écroule. Car oui, Essan est bien gay, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a fui son pays, à contre-cœur. Son pays qui ne l'acceptait pas, sa famille qui le rejetait. Mais maintenant, il n'a plus qu'une seule peur, être de nouveau rejeté pour ce qu'il est. Comme Essan et comme de nombreuses autres personnes dans ce monde, j'ai longtemps aussi été terrifié par ce regard des autres. Ce regard qui détermine à votre place votre vie, vos désirs, votre liberté. Cette peur permanente d'être jugé pour qui on est, pour qui on aime. Et ça demande un grand courage de surmonter ce regard. Un courage d'autant plus incroyable lorsqu'on le demande auprès de jeunes enfants. Et c'est ce que j'ai souhaité raconter dans Fils d'Orient, ce courage de ces enfants qui demandent simplement à être reconnus comme ce qu'ils sont, des gosses qui traversent le monde à la quête de sécurité, d'attention, d'affection, d'acceptation, comme Essan qui recherche seulement à être accepté. Essan, c'est aussi seulement l'histoire d'une rencontre, celle de ces deux ados qui ne demandent rien de plus que de pouvoir se découvrir puis s'aimer sans l'intervention de notre société, de ses normes et de ses règles. Il ne faut pas oublier que le développement durable, comme on l'imagine ici, comme on le perçoit ici au Festival Atmosphère, ce n'est pas seulement une question de nature et d'écologie, c'est principalement et peut-être avant tout une question d'humain. Acceptons-nous, écoutons-nous pour avancer ensemble. Fils d'Orient, c'est ainsi un hymne à la tolérance et au partage, deux valeurs pour le moins indispensables si nous souhaitons un jour construire ensemble pour nos enfants un monde plus durable, plus équitable et plus humain. Merci. Quelques remerciements rapidement. Les coachs pour la préparation des pitchs qui ont beaucoup aidé nos scénaristes, Martine Guyot et Alexandra Dadier. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Elles ont passé du temps avec eux et elles pour réussir à les mettre à l'aise. Et puis nos partenaires, l'ADEME, partenaire fondateur de ce concours, le CNC, la Guilde française des scénaristes, Zadig Film, Haut et Court TV, Lecteur Anonyme, Méditalent, France Télévisions, le groupe Ouest, la Cité européenne des scénaristes, Film France et Écran Total pour les partenaires. Voilà.